On va l'enregistrer pour, la conférence filmée. Alors bonsoir à tous, merci d'être là pour la troisième rencontre du Lab 2. Merci à Julie Baouin d'avoir accepté l'invitation faite par Patrick Corillon, qui avait lui-même été invité par Marie-Claude Beau pour l'exposition Lab 2 hors catégorie. Cette troisième rencontre, vous avez souhaité l'articuler autour de la question de l'artiste dans les collections et plus largement l'artiste commissaire. Ça nous intéresse à plusieurs titres puisque c'est un exercice auquel on est habitué maintenant ici au Nouveau Musée National de Monaco, que d'inviter des artistes à eux-mêmes venir relire nos collections puisqu'elles sont multiples, disons hétérogènes. Patrick a eu l'occasion largement de s'y plonger, ainsi que certains autres artistes dans cette exposition, mais aussi bien d'autres. Je cite rapidement Mark Dion, mais également Nick Mouse, et probablement dans peu de temps à venir pour une exposition ici à la Villa Sauber. Elle est là ce soir avec nous, Latifa Eshak. Merci d'être là. Voilà, donc c'est un exercice auquel nous on tient particulièrement, puisque effectivement c'est une pratique que de travailler autour des collections, notamment avec le service de la conservation ici, mais de proposer à des artistes d'avoir eux-mêmes un regard sur nos collections. Je vous présente tous les deux rapidement. Julie Baouin, vous êtes enseignante à l'Université de Liège et de Namur. Vous avez donc récemment, en 2014 me semble-t-il, publié cet ouvrage, L'artiste commissaire entre posture critique, jeu créatif et valeur ajoutée. Patrick Corillon, vous êtes artiste, vous intervenez également dans le champ du théâtre, de l'édition, et c'est une des raisons pour lesquelles effectivement ce soir et dans cette exposition-là, vous êtes présent parmi d'autres artistes qui eux-mêmes interviennent dans des champs multiples que peuvent être l'architecture, l'édition, la performance et autres. Vous avez pour les besoins de cette exposition-là travaillé autour des collections et ce soir ce sera l'occasion d'en discuter dans un premier temps au travers d'une présentation de Julie Baouin, puis d'une présentation de Patrick et d'une conversation à laquelle je vous invite à vous associer vous-même et poser des questions lorsqu'il sera le temps. C'est à vous. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'être là ce soir. Je suis très heureuse d'être ici. C'est ma première à Monaco. Je n'avais jamais mis les pieds ici, donc je suis ravie. J'ai encore rien vu, par contre. Enfin, si, cette exposition que je trouve très, très réussie. Je remercie bien sûr le Musée national de Monaco, en particulier Benjamin Loger, qui a été mon contact pour l'organisation de cette conférence-conversation, Marie-Claude Beau, évidemment, directrice de cette institution, et puis Patrick Corillon, qui, comme Benjamin vient de le dire, est à l'origine de cette invitation, qui a finalement considéré que les conversations que l'on tenait de manière informelle et privée, si je puis dire, pouvaient être tenues publiquement, puisque c'est vrai que Patrick et moi, on a l'habitude de causer de tas de sujets, très souvent évidemment liés à l'art, et puis ces derniers temps, on a pas mal échangé sur la question de l'artiste commissaire, en relation avec ce bouquin, mais en relation aussi avec le travail curatorial artistique de Patrick, qui déjà à plusieurs reprises est intervenu dans des collections, et puis il me parlait de cette expo qu'il était en train de monter à Monaco, et puis voilà, est venue l'idée de m'inviter. J'ai accepté évidemment avec plaisir, et puis j'ai proposé puisque l'idée c'était une discussion, de peut-être amorcer cette discussion par une petite conférence. J'essaierai de ne pas être trop longue, il y a beaucoup de choses à dire, donc c'est pas toujours simple de résumer. Une petite conférence qui finalement dresserait un historique de ces interventions d'artistes dans les collections muséales. L'artiste commissaire a plusieurs visages, c'est ce visage-là que je voudrais aborder ce soir. Alors pour commencer, on ne peut pas passer à côté de la première exposition du genre, une exposition dont on parle beaucoup, en tout cas dans l'histoire des expositions. C'est celle d'Andy Warhol, une exposition qui est organisée en 69 et 70 à partir des collections du musée d'art de la Rhode Island School of Design à Providence, et qui va être montrée en 3 endroits différents. Donc c'est une exposition itinérante. On voit ici une photo que j'aime beaucoup, elle est reprise sur la couverture de mon livre. On voit donc 4 individus et bien évidemment Andy Warhol qui se trouve donc à droite.
Et cette photo est prise dans les réserves de ce musée, de la Rhode Island School of Design. Des réserves que Warhol va visiter à plusieurs reprises afin de concevoir donc ce projet Raid the Icebox, dévaliser le réfrigérateur. Alors, pas simple de vous parler de cette exposition, il y a énormément de choses à en dire, elle m'intéresse en plus de manière tout à fait particulière, je continue à faire des recherches sur ce projet. Bon, je vais tenter évidemment d'être concise et de bien montrer en quoi finalement cette exposition est à la fois inédite et en même temps en quoi elle amorce, elle annonce des changements qui progressivement vont s'opérer dans le monde des expositions et dans le monde muséal en particulier. Alors la première chose à en dire, c'est que l'exposition n'est pas née à l'initiative du musée, ni à celle de Warhol, mais à celle d'un collectionneur et mécène d'origine française, John de Ménil, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, qui avec son épouse Dominique de Ménil, qui est sur la photo, ont été de véritables mécènes et collectionneurs, se sont installés aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale et ont joué un rôle tout à fait majeur dans la promotion de l'art contemporain. Donc ce John de Ménil, assez puissant on peut le dire, est invité à visiter des tas de musées et notamment ce musée de Providence, et le directeur de ce musée en profite pour lui montrer l'état des réserves. On a un témoignage de Daniel Robbins assez intéressant que je vais vous lire, puisqu'il nous explique comment est née finalement cette idée. Que se passerait-il, s'est alors demandé M. de Ménil, si un artiste contemporain important faisait le choix d'exposer des œuvres conservées dans les réserves? Si le seul principe organisateur serait de faire connaître ce qu'il aime et ce qu'il voit, le résultat serait-il différent de celui d'un conservateur ou de quiconque d'autre? Si l'artiste est assez fort, est-il capable d'imposer sa personnalité aux objets qu'il a sélectionnés? S'il est assez célèbre, cela n'obligerait-il pas les curieux à regarder? Son attitude ne ferait-elle pas violence à la vraie nature des objets? L'idée était à peine proposée par M. de Ménil qu'elle fut retenue. Andy Warhol accepta de faire l'exposition. Témoignage évidemment intéressant qui nous montre que John de Ménil, en cette fin des années 60, a déjà compris en quelque sorte l'intérêt qu'il y a à faire sortir les œuvres des réserves, des œuvres qui sont nécessairement méconnues du public, par l'intermédiaire d'une exposition qui serait susceptible de faire événement, car confiée à quelqu'un d'autre qu'un conservateur, en l'occurrence un artiste, à la personnalité et la renommée suffisamment forte pour attirer l'attention. Si le choix se porte sur Warhol, c'est bien évidemment parce qu'il remplit ces conditions. À la fin des années 60, il est déjà très célèbre, et on le sait, sa personnalité est forte. Il est par ailleurs particulièrement proche du couple de Ménil à cette époque, qui sont de véritables mécènes pour lui, et on peut imaginer qu'il n'avait d'autre choix que d'accepter de faire cette exposition. Donc il accepte, et vous allez voir qu'il va le concevoir, ce projet, selon des principes qui, à bien des égards, rappellent sa démarche artistique. Alors pour bien comprendre cela, je vous montre quelques photos des réserves telles qu'elles sont en 1969, donc quand Warhol les visite. Vous voyez d'emblée, à travers ces quelques clichés, qu'on se trouve face à une collection mixte, c'est-à-dire une collection hétérogène, éclectique peut-on dire, à la fois des sculptures, des peintures, mais aussi des paires de chaussures, des boîtes à chapeaux, des chaises et toute une série d'objets de type ethnographique. On voit aussi que les œuvres, et en particulier les peintures, ne sont pas remisées dans un ordre particulier, elles sont placées pêle-mêle contre le mur, et on voit même sur l'une des photos des sacs de sable qui sont destinés à maintenir les tableaux. Donc en visitant ces réserves, Warhol va se dire, tiens, je vais exposer les réserves. Je vais les exposer just like that, juste comme ça. Pas d'effort de mise en scène, je prends les séries et je les montre telles qu'elles sont. Vous allez vous en rendre compte à travers ces trois photos qui nous montrent donc l'une des trois expositions, en l'occurrence celle organisée à Providence, et on voit qu'en effet on est très très proche de ce qu'étaient les réserves de ce musée. En dehors de cette non-méthode curatoriale, pourrait-on dire, Warhol décida de choisir les objets secondaires.
les peintures, les sculptures secondaires, en tout cas celles qui étaient considérées comme telles par les conservateurs de musées. Les chaises et les paires de chaussures, inutile de vous dire, n'avaient même pas été inventoriées par les conservateurs. Donc, Warhol s'amuse à choisir justement ce qui, a priori, ne plaît pas ou a priori doit être caché. Et cela rappelle évidemment en grande partie sa démarche artistique, puisqu'on sait que l'objet peut-être pas secondaire, mais ordinaire en tout cas, se trouve au centre de sa production artistique. Il y a aussi l'idée de la série, les séries de chaussures, les séries de boîtes à chapeau, la série de chaises, qui rappelle évidemment le caractère aussi sériel de son art. Il y a aussi clairement une remise en cause de l'idée de chef-d'œuvre, puisqu'en choisissant l'objet secondaire, nécessairement, et dans le prolongement de Duchamp et d'autres, il y a cette remise en cause. Aujourd'hui, elle est perçue comme telle, cette exposition, vraiment comme une exposition qui a remis en cause les hiérarchies, les conventions muséales, mais à l'époque, elle ne fut pas reçue de cette manière. Cette exposition n'a pas connu du tout le succès attendu, alors qu'elle devait être la première exposition d'une série qui devait se poursuivre, d'où le Raid the Icebox One with Andy Warhol. Elle demeura l'unique, car probablement venant trop tôt, c'est-à-dire à une époque où il est encore très difficile d'admettre, tant du côté du public que du côté des conservateurs, et on a quelques témoignages assez éloquents, difficile d'admettre qu'un artiste joue avec les collections, manipule les œuvres et les objets selon un geste qui apparaissait évidemment comme assez désinvolte. Donc, il va falloir un peu de temps pour que l'idée fasse son chemin. Et c'est à Londres, à la National Gallery, à la fin des années 70, que l'on trouve la trace de la première grande série d'expositions organisées par des artistes à partir des collections. Pas d'image à vous montrer, malheureusement, parce que cette série Artist Eye est assez peu connue, donc je ne dispose pas, en tout cas à ce jour, mais j'y compte bien, d'archives photographiques qui nous permettraient de nous rendre compte des choix et des mises en scène privilégiées par ces différents artistes. Bon, on a la liste, on voit que la série s'est déroulée sur un temps relativement long, de 77 à 90, avec quelques interruptions. On voit aussi qu'on a quelques grandes figures, évidemment. Et puis, grâce à quelques témoignages et quelques comptes rendus, on sait aussi quel avait été l'objectif de Michael Levy, qui était donc le directeur de la National Gallery à l'époque et qui était donc à l'initiative de ce cycle. On sait que l'objectif était double pour Levy. Il s'agissait tout d'abord, il s'est exprimé à plusieurs reprises sur le sujet, il s'agissait de rendre les collections plus attrayantes et de répondre ainsi aux impératifs événementiels auxquels étaient déjà soumis à cette époque les musées. C'est-à-dire que pour faire venir ou revenir des visiteurs, il était demandé aux musées, et les musées le savent aujourd'hui, d'organiser toujours plus d'expositions temporaires et aussi de renouveler régulièrement l'accrochage des collections. Michael Levy, donc, répond à cet impératif, si je puis dire, et va imaginer, en ce qui concerne la collection permanente, confier régulièrement un accrochage à un artiste, et ce pour répondre à son deuxième objectif, qui était celui de défier, d'une certaine manière, les conventions de l'histoire de l'art, puisque ce qu'il attendait des artistes, c'est qu'ils brisent le schéma linéaire et chronologique, en choisissant des œuvres de leur choix, bien sûr, mais en mêlant le passé et le présent de l'art, en confrontant des œuvres d'époques différentes. Donc on a là une remise en cause du continuum temporel de l'histoire de l'art, qui ne date évidemment pas de cette époque, puisque déjà dans les années 20 et dans les années 30, avec les surréalistes, avec des penseurs comme Benjamin, comme Karl Einstein ou Bataille, il y avait déjà cette remise en cause de la progression artistique, de l'évolution des styles. Mais cela va prendre beaucoup plus d'ampleur à cette époque, dans les années 70-80. J'aimerais aussi, en parlant de ces initiatives qui remettent en cause le schéma linéaire de l'histoire de l'art, parce que ça me semble être un point important, souligner l'importance du musée imaginaire de Malraux. On a beaucoup parlé de Warburg ces dernières années, mais Warburg est découvert plus tard. Les conservateurs de musées, européens et nord-américains surtout,
connaissent très tôt, dès l'après-guerre, dès la publication du Musée imaginaire, ce travail de Malraux que vous connaissez, donc pas autour de reproductions photographiques qui mêlent des œuvres d'époques et de cultures différentes. Et puisque je parle de Malraux, je vais vous lire un extrait qui me semble aussi intéressant pour vous faire comprendre, enfin, pas vous faire comprendre, pour essayer de comprendre les autres raisons qui font que ces projets sont confiés à des artistes. Voici ce que Malraux déclare. L'historien, irrité, ne peut négliger tout à fait les systèmes de formes qui font partie de l'histoire, et à l'occasion l'éclaire. L'artiste, comblé, écoute le dialogue de telle fécondité avec telle sculpture de Picasso, de telle incision étrusque avec telle gravure de Braque. Déclaration intéressante parce qu'elle met finalement en exergue un clivage encore très tenace de nos jours, qui est le clivage ou l'opposition entre les méthodes de l'historien de l'art, qui sont des méthodes nécessairement rigoureuses et qui en feraient un être irrité, et le regard plus ouvert et plus libre de l'artiste, qui en ferait, d'après Malraux, un être comblé. Et donc, ce clivage, il est important de le mettre en évidence parce qu'il explique, selon moi, en grande partie pourquoi ces projets ont été confiés à des artistes et non à des femmes et des hommes issus du sérail, donc à des conservateurs de musées. L'artiste est en effet devenu l'intervenant, le commissaire idéal pour organiser des expositions destinées à confronter des œuvres sans souci de chronologie ou de vérité ou de véracité, ou vérité, c'est pareil, historique. Alors pourquoi ? C'est assez simple, en fait, l'artiste s'avère le plus légitime à fonder finalement une démarche elle-même fondée sur une lecture anachronique des œuvres. Seule une intervention d'artiste permet finalement de justifier une méthode qui nécessairement constitue une incongruité pour l'historien, qui est contraire forcément à la démarche standard de l'historien. Donc, si vous voulez, de manière plus simple encore, l'artiste peut se permettre de faire au musée ce qu'un conservateur de musée ne peut ou ne s'autorise tout simplement pas à faire, quand bien même il est à l'origine, à l'initiative de l'idée. Parce que derrière tous ces cycles d'exposition, derrière toutes ces expositions, il y a des hommes et des femmes et qui sont généralement des conservateurs de musées qui sont vraiment qui sont à la manœuvre, mais qui laissent l'artiste faire. Encore un autre exemple d'une série très célèbre, celle-là, qui d'ailleurs a été fondée sur le modèle d'Artist Eye à la National Gallery, c'est la série Artist Choice au MoMA. Cette série, elle est née à l'initiative de Kirk Varnedoe, qui venait d'être nommé conservateur en chef du département de peinture et de sculpture du MoMA, qui était très très proche des artistes contemporains, notamment de par son mariage avec une artiste, et qui poursuivait aussi et à peu près les mêmes objectifs que Lévy à la National Gallery, qu'il connaissait très bien. Premier objectif, proposer ponctuellement un accrochage qui ne répond à nouveau pas à la chronologie, qui ne répond pas au schéma linéaire qui est inhérent à la présentation de l'art moderne et à la présentation de l'art moderne au MoMA, qui depuis le début avec Alfred Barr suivait vraiment l'évolution de l'art selon une succession de grands artistes et de grands courants. Deuxième objectif, donner la parole aux artistes contemporains, démontrant par là forcément l'ouverture d'esprit d'un musée d'art moderne et d'art contemporain, où l'artiste nécessairement a sa place, et donc confier aux artistes des projets d'exposition, c'est montrer que le musée est évidemment très ouvert à toutes les pratiques, y compris celles qui tournent autour de l'exposition, donc de l'artiste comme commissaire, et autour de pratiques que l'on peut qualifier d'appropriationnistes, puisque ces artistes s'approprient les œuvres d'autres artistes pour créer une œuvre, une installation. Puis il s'agit d'un musée d'art moderne, et ça m'a rappelé, Patrick, une phrase que tu m'avais dite lors d'une de nos conversations. Tu m'avais dit « l'art moderne, c'est ma nourriture ». Et donc c'est clair que de travailler aussi à partir d'une collection d'art moderne, c'est évidemment très différent que de travailler à partir d'une collection plus hétéroclite ou d'art ancien.
Alors, lorsqu'on évoque ces cycles d'exposition, et il y en a eu beaucoup, surtout à compter des années 2000, on pourrait avoir l'impression que finalement ces expositions sont surtout le fruit d'une instrumentalisation de l'artiste par le musée. Le musée s'offre des tas d'opportunités, hein, finalement, il délaisse temporairement ses responsabilités scientifiques habituelles pour confier un projet à un artiste qui, et généralement ce sont des artistes assez connus, enfin ça dépend des institutions, qui va nécessairement créer l'événement. Donc le musée peut aussi gagner en notoriété par le biais aussi d'une politique d'ouverture à l'art contemporain. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme opportunité? Celle aussi de donner une plus-value aux objets et aux œuvres qui sont choisis par les artistes. Parce que généralement, les artistes vont aller chercher des œuvres, y compris d'ailleurs au MoMA, des œuvres qui ne sont pas nécessairement les plus connues, les plus vues. Et très souvent même, ils vont aller chercher celles qui sont un peu délaissées et qu'on n'a même jamais montrées. Donc, les faire sortir sous le regard d'un artiste, c'est nécessairement donner un autre statut à ses œuvres, à ses objets. Ces manœuvres, elles existent, c'est certain, mais la réalité est évidemment, je pense, beaucoup plus complexe que cela, car il serait, oui, erroné, naïf de considérer que les musées n'attendent finalement des artistes qu'une approche intuitive et transgressive des collections. L'artiste est dans bien des cas invité pour rendre compte de son érudition, de ses compétences dans le domaine de la monstration de l'art, mais aussi parfois de sa relation très savante ou très personnelle à l'histoire et à l'histoire de l'art. Les conservateurs de musées, surtout quand ils évoluent dans le monde de l'art contemporain, savent en effet que de très nombreux artistes revendiquent, et ce n'est pas nouveau, un statut d'artiste historien, d'artiste théoricien. Pour illustrer ce propos, parlons de Joseph Kosuth, évidemment, grande figure de l'art conceptuel qui a été invité à de très nombreuses reprises dans des musées pour choisir des œuvres et les exposer ensuite. C'est le cas de Play of Unmentionable, qui est une exposition très célèbre, organisée en 90 au Brooklyn Museum, qui est un musée donc de beaux-arts. Une exposition qui comporte des tas de niveaux de lecture. Elle est très complexe, hein, cette exposition, mais de manière générale, ce que l'on peut en dire, c'est qu'il y avait d'une part, évidemment, l'idée à nouveau de défier les conventions de l'histoire de l'art en mêlant des œuvres de périodes et d'époques différentes, et donc aussi le modèle occidentalocentriste de l'histoire de l'art. Donc il y avait ces remises en cause-là. Et puis, surtout, il y avait l'idée chez Kosuth de construire son exposition comme un discours à la fois théorique et politique sur la censure, sur la répression dans l'art. Tel était le thème central de cette exposition. Donc Kosuth alla jouer un rôle bien plus proche du chercheur et de l'historien que de l'artiste transgressif qui ne serait finalement que là pour apporter de la fantaisie, de la poésie, de la subversion à des accrochages habituellement axés sur la rationalité, sur la vérité historique. Bien d'autres artistes vont aller dans ce sens, et c'est le cas notamment de Fred Wilson, avec cette autre exposition très célèbre, Mining the Museum, organisée en 92-93, non pas dans un musée d'art cette fois, mais dans un musée d'histoire et d'ethnographie. Wilson va y jouer à la fois le rôle d'artiste, bien sûr, de curateur, mais aussi d'archiviste et d'historien. Non seulement le musée tout entier va devenir le lieu de son intervention, mais il va mener, et cela lui prendra beaucoup de temps, de très vastes recherches dans les archives du musée ainsi que dans les réserves. Et tout cela afin de révéler, c'était son projet, les aspects profondément racistes qui entouraient les collections du musée et le lien qu'elles entretenaient avec le passé esclavagiste de Baltimore. L'un des exemples les plus frappants de son intervention fut de placer, vous le voyez donc en haut à gauche, des entraves d'esclaves dans une vitrine contenant des pièces d'argenterie. Donc une intervention très discrète, mais qui était là pour montrer, pointer du doigt le fait que la bourgeoisie de Baltimore au XIXe siècle avait tiré un profit économique de la traite d'esclaves. Inutile de vous dire que ces entraves avaient été cachées aussi dans les réserves, évidemment pas montrées car jugées trop conflictuelles.
Donc on voit bien évidemment l'ouverture d'esprit aussi de ce musée. Et là, pour le coup, l'exposition a eu un succès public très important et un succès critique tant dans le monde de l'art que dans le champ de l'anthropologie. Wilson a vraiment incarné à partir de là non seulement la figure de l'artiste engagé, mais aussi de l'artiste chercheur, critiquant aussi bien l'appareil idéologique du musée dans le musée que remplissant, comme l'écrira Al Foster à son propos, la fonction d'ethnographe des communautés afro-américaines perdues, refoulées ou déplacées. Mais surtout, Mining the Museum montre encore un autre déplacement important. Il n'est pas question ici de s'interroger sur les conditions de monstration de l'art, ni de briser le continuum temporel de l'histoire de l'art, puisqu'il s'agit d'écrire, à travers des objets, des œuvres et des documents d'archives, une autre histoire. En l'occurrence ici, et comme le dira Wilson lui-même, une histoire de la culture noire, comme il aurait été possible de construire, donc je cite Wilson, comme il aurait été possible de construire avec d'autres œuvres du musée, une histoire des femmes ou une histoire de l'immigration. À la suite du projet de Wilson, je reviendrai là-dessus, même si je ne serai pas encore beaucoup plus longue, rassurez-vous. À la suite du projet de Wilson, bien des musées d'ethnographie et d'anthropologie vont s'ouvrir à des interventions d'artistes, surtout par le biais de résidences, mais de cycles d'exposition aussi. Et puis à compter des années 2000, ce sont absolument tous les musées d'art bien sûr, ils ont été parmi les premiers, et collections de type plutôt hétérogène et éclectique, mais s'appelant quand même musée d'art. Et puis musées de société, musées parmi lesquels donc des musées d'histoire, d'ethnographie, d'anthropologie et autres. Et ça va concerner à la fois les musées modestes que les musées extrêmement fréquentés. Je n'ai pas besoin de vous parler du cas du Louvre qui, au milieu des années 2000, avec Contrepoint, s'ouvrira lui aussi à ses interventions, à ses expositions d'artistes contemporains. Deux de nos compatriotes, cher Patrick, Yann Fabre et Wim Delvoye, ont fait beaucoup parler d'elle. Alors, je ne vais pas vous dresser la liste de tous ces musées, de tous ces artistes qui ont participé à ce type de projet, c'est pas le but. Alors, j'ai décidé, pour terminer, de m'arrêter encore sur une autre forme d'intervention des artistes dans les collections muséales, à savoir la revisitation d'un modèle en soi anti-muséal, en l'occurrence le cabinet de curiosité. Et pour l'évoquer, partons d'un cas monégasque, évidemment, le fameux cabinet de curiosité marin conçu par Mark Dionne à partir des collections du musée océanographique de Monaco dans le cadre de son exposition Océanomania. Alors, lorsqu'il conçoit ce cabinet de curiosité, donc en 2011, Dionne n'en est pas, si je puis dire, à son premier coup d'essai. Depuis le début des années 2000, il apparaît vraiment comme le faiseur par excellence de cabinets de curiosité. Et de fait, il va en réaliser pour de très nombreux musées. J'épingle ici 3 exemples parmi d'autres. À gauche, celui qu'il réalisera en 2000 à partir des collections du musée d'art de l'Université du Minnesota. Au centre, la collection Index et Digne. Bon, la photo est vraiment moche, mais bon, voilà, pas trouvé mieux. Donc, musée Gassendi à Digne, qui est un musée tout à fait particulier, un musée mixte aussi, et qui, dans les années 90, a vraiment su se réinventer en confiant des projets et des interventions à des artistes contemporains. Et puis bien sûr, le musée de la chasse et de la nature à Paris, qui lui aussi a fait peau neuve un peu plus tard, au milieu des années 2000, en confiant toute une série de projets à des artistes contemporains, en menant une véritable politique d'ouverture à l'art contemporain et en intégrant des œuvres un peu partout dans le parcours, dans les collections permanentes. Là, la cabane Sommer, c'était donc la reconstitution du cabinet des fondateurs du musée. Alors, que nous disent ces cabinets de curiosité conçus par Mark Dionne? Au moins 2 choses, à mon avis. La première, c'est que ce modèle anti-muséal, comme je le disais, qu'est le cabinet de curiosité, est devenu, après avoir été
revisité par de très nombreux artistes tout au long du XXe siècle, est devenu finalement le moyen pour un grand nombre de musées d'assumer la diversité et l'hétéroclisme de leurs collections. Et la deuxième chose, et ça a un rapport avec ce que je viens de dire, c'est qu'une fois encore, l'artiste apparaît comme l'intervenant idéal pour s'emparer, de façon très libre et personnelle, d'un modèle qui certes fut réprouvé avec la naissance du musée moderne au XIXe siècle, mais qui constitue quand même un modèle historique. L'artiste est un intervenant idéal, donc, mais pas n'importe quel artiste. Et Marc Dayon le prouve. Non seulement sa pratique tout entière tourne autour des relations entre art et science, entre culture et nature, mais c'est aussi un artiste qui travaille depuis de très nombreuses années sur les matériaux historiques. Il est réputé par ailleurs pour être un fin connaisseur de l'histoire des collections occidentales et pour user de méthodes scientifiques qui sont très proches de celles, par exemple, de l'archéologue, de l'historien, encore une fois, des conservateurs de musées dont il s'entoure d'ailleurs pour réaliser ses projets. Toutefois, et cela a évidemment son importance, Marc Dayon est un artiste. Donc il n'a pas besoin nécessairement de justifier ses reconstitutions. Il peut aussi jouer sur le vrai et sur le faux, livrer une version ou une lecture plutôt partielle de son sujet, ce qu'un conservateur de musée ne peut évidemment faire. Et puis surtout, il peut contemporanéiser le cabinet de curiosité à sa guise, en menant par exemple des réflexions sur l'environnement, qui est un sujet qui l'intéresse de près, ou en introduisant encore des éléments parfois grotesques ou poétiques. Marc Dayon déclare d'ailleurs à ce propos, je le cite, « vouloir toujours utiliser le symbolique, le comique, l'ironie et le poétique, c'est-à-dire, dit-il encore, ces outils auxquels les scientifiques n'ont pas accès, contrairement aux artistes. » Tout est dit évidemment. Alors pour terminer, mais cette fois vraiment, je vous le promets, je voudrais revenir sur un terme que je viens d'utiliser et qui me paraît assez adéquat pour comprendre, du moins en partie, les enjeux de ces interventions d'artistes dans les collections muséales. Ce terme, c'est un verbe, c'est contemporanéiser. Que l'on soit finalement dans un musée d'art, dans un musée de sciences et de techniques, d'anthropologie, d'histoire ou de civilisation, l'idée d'inviter un artiste à faire des choix dans les collections, à les mettre ensuite en scène, répond à cette nécessité qui est commune à l'ensemble des institutions muséales, qui est de s'inscrire dans une forme de contemporanéité. Le regard d'un artiste, mais ça peut être aussi celui d'un écrivain, d'un philosophe, d'un cinéaste, d'un dramaturge, qui ont aussi été invités par des musées à s'emparer des collections. Je travaille d'ailleurs sur un gros projet sur les écrivains commissaires, avec quelques collègues belges. Je ferme la parenthèse. Ce regard, il permet une inscription dans le présent, il permet une actualisation qui, on l'a vu, concerne évidemment les œuvres, les objets, les documents d'archives, mais qui permet aussi d'écrire à partir de ces objets, une nouvelle, une autre histoire. Et cela peut se répéter à l'infini. Et Wilson y faisait justement allusion en disant qu'il lui a écrit une histoire de la culture noire, mais qu'il aurait été possible d'écrire une histoire de l'immigration ou encore une histoire des femmes à partir des œuvres ou des objets du musée. Et Joseph Kosuth aussi, en 90, ira dans le même sens lorsqu'il parlera de son exposition au musée de Brooklyn. Voici ce qu'il dira, je cite et traduis. Cette exposition particulière tente de montrer que les œuvres d'art sont comme des mots. Alors que chaque mot a sa propre intégrité, vous pouvez les assembler pour créer des paragraphes très différents. Et c'est ce paragraphe dont je revendique la paternité. Donc je me disais que c'était intéressant aussi de terminer par cet extrait d'une interview donnée par Joseph Kosuth, pour faire la transition, l'amorce avec Patrick, dont le travail, certains d'entre vous le savent certainement, crée vraiment une relation très très étroite entre les œuvres et les mots, et l'exposition, ton intervention ici le montre évidemment. Voilà, j'ai terminé.